de l'Ouest-Hurlan, le festival des cultures de l'imaginaire. Commençons cette table ronde où je vais mettre le micro près de moi et garder mes fiches qui sont très utiles. Donc, le sujet de cette table ronde avec nos invités, donc l'univers ludique et imaginaire, les jeux qu'ils soient de société, de rôle ou vidéo se développent à grande vitesse et à grande échelle. Donc, quels sont les ponts possibles entre l'univers du jeu et celui des littératures de l'imaginaire? Nous avons plusieurs invités avec nous qui vont parler d'imaginaire et qui vont m'aider à explorer ce vaste monde et faire ces ponts qui ne sont pas linéaires. Il y a un va-et-vient entre les deux et c'est ça qui est super intéressant. Donc tout d'abord, Natacha. Donc c'est moi qui me présente ? Bah oui. Ah d'accord, ok, bon. Non, parce que parfois les modérateurs présentent, mais pas de souci, je peux me présenter. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais me présenter très très rapidement. Donc, moi, je suis l'universitaire du groupe. Alors, à moins qu'évidemment, parce que je ne connais pas les profils de mes camarades sur cette table ronde. Donc, spécialiste de science-fiction et d'anticipation, en fait, à l'université Bordeaux-Montaigne. J'ai d'autres cordes à mon arc, comme par exemple être présidente. J'ai créé un festival, j'ai cofondé un festival donc de l'imaginaire à Bordeaux qui s'appelle Hypermonde, dont la 2e édition aura lieu au mois de septembre. Et je suis très très contente d'être à l'Ouest-Hurlan parce que on a vécu notre première édition l'année dernière et donc il me semblait que par solidarité être là et puis aider les organisateurs, Xavier, c'était très bien. Puis dernier point quand même, je ne suis pas une spécialiste des jeux vidéo, je suis une spécialiste de littérature et de cinéma, notamment pour la science-fiction, mais pas que, puisque je travaille aussi pour les Imaginales, je suis jurée du prix des Imaginales pour la littérature en fantasy. Donc je vais essayer de vous apporter quelques petites idées sur sur ces sujets, peut-être un peu plus théoriques, mais enfin je vais pas vous embêter et faire un cours. Voilà. C'est super. Je pouvais pas mieux dire. Eh bien, second invité. Oh, honneur aux dames, c'est ça? Bah très bien. Je ne suis pas Stéphane Beauverger. Voilà. Si jamais il y en a qui étaient venus pour ça, je suis désolée, je ne suis pas Stéphane Beauverger qui est malade, donc je le remplace. J'ai pas ses compétences car je suis dans l'industrie du jeu vidéo depuis moins longtemps que lui, mais je suis narrative designer, donc je travaille quand même pour l'écriture de jeux vidéo et j'ai également publié un recueil de nouvelles et je commence à avoir une petite spécialité du coup sur la relation entre les contes et les littératures de l'imaginaire. Donc le recueil de nouvelles que j'avais écrit était un des réécritures de contes de fées implantés dans les littératures de l'imaginaire. Et voilà, c'est moi. Et ah oui, je m'appelle Aisling Gozray, soit dit en passant. Puisque voilà. Bonjour, je m'appelle Gilberto Villarroel, je suis chilien, désolé pour l'accent. J'habite à Paris déjà 7 ans, mais j'écris encore en espagnol. Je suis l'auteur de la saga Cochrane vs Cthulhu. Le premier volume a été publié par Forge de Vulcan et aussi par Pocket. Le deuxième, Lord Cochrane vs l'Ordre des Catacombes, publié aussi en poche. Le troisième, qui va sortir en juin, Lord Cochrane et le trésor de Selkirk, en français. Et le quatrième, qui va sortir au Chili le 6 de mai, s'appelle Lord Cochrane aux montagnes hallucinées. C'est un hommage aussi, un crossover entre l'univers de Lovecraft et les romans historiques de KPNP, avec un vrai personnage historique, c'est Lord Thomas Cochrane, un marin écossais qui a libéré le Chili, le Pérou, le Brésil et la Grèce pendant le 19e siècle. Je suis aussi scénariste, producteur indépendant, éditeur de livres aussi au Chili. Mais maintenant, je suis full-time en train d'écrire le 5e Cochrane et aussi un polar en résidence d'écriture à Val-de-Briey, une invitation de la mairie du ministère de Culture. Ils mériteront des applaudissements à la fin de la table ronde. Très impressionnant. Bon. Je répète du coup notre petite question pour ceux qui viennent d'arriver. On va pouvoir commencer avec des exemples et approfondir du coup cette table ronde. Il y a un petit micro devant moi. Ça veut dire que si vous avez une question, le petit micro se déplace à vous par la seule force de moi-même
Et vous pourrez du coup poser une question à nos invités et donc encore plus explorer l'imaginaire, etc., etc. Bon, quels sont les ponts possibles entre l'univers du jeu et celui des littératures? Il y a énormément d'exemples. Ça s'est passé pendant tout ce temps. L'imaginaire s'est développé dans beaucoup de médias. Il y a des ponts très connus en ce moment entre littérature et jeux vidéo. Une récente sortie, par exemple, on peut parler de Elden Ring, puisque Martins a participé au scénario. Donc c'est un auteur de littérature qui est allé explorer du coup le monde du jeu vidéo et a écrit les scénarios, les dialogues des personnages, et de nombreuses personnes ont pu découvrir du coup qu'est-ce qu'un auteur est capable de faire lorsque il quitte en fait son petit monde. Eh bien, je vais demander déjà à Natacha, qu'est-ce que tu en penses de ça, qu'un auteur aille découvrir d'autres médias qui est pas non plus, qui est peut-être pas son lieu préféré. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors d'abord, juste revenir sur, pas une définition, mais en tout cas sur ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire. Alors bien évidemment, il y a un fond littéraire important, hein, que ce soit en fantasy, par exemple, qui prend sa source dans les littératures médiévales, pour la science-fiction plutôt, évidemment, dans la littérature du 19e siècle. Mais aujourd'hui, si vous voulez, les littératures de l'imaginaire, en fait, sont devenues un domaine de l'imaginaire. Dans les universités, c'est difficile en France, vous voyez, d'étudier finalement un domaine de l'imaginaire, parce qu'en fait il y a des interactions très très fortes entre cinéma, ce qu'on appelle les domaines vidéoludiques, donc le jeu de rôle, le jeu vidéo, etc. Et donc pour ceux qui créent finalement les auteurs, eh bien ces domaines culturels, pour eux c'est vraiment très très naturel en fait de passer d'un média à un autre. Donc ça, si vous voulez, c'est un premier élément, c'est-à-dire que très souvent, eh bien, on a cette fluidité en fait de créativité entre ces domaines. Vous pourrez croiser, par exemple, dans le festival Pierre Bordage. Il pourrait vous en parler, mais c'est quelqu'un qui est, par exemple, en science-fiction, qui est tout à fait capable, par exemple, évidemment, de partir de la littérature, de proposer ensuite des chroniques, des adaptations donc en série. Et ça, je crois que c'est vraiment une des caractéristiques en fait de nos domaines, hein, de l'imaginaire, puisque je sais que si vous êtes là, évidemment, c'est que vous aimez particulièrement cela. Et puis je crois que le deuxième élément, c'est une littérature qui est extrêmement créative, qui se renouvelle tout le temps, qui se remet tout le temps en question, hein, contrairement évidemment à la littérature dite blanche, qui a un peu tendance, notamment en France, quand même, à se regarder le nombril, alors que les auteurs, non mais c'est vrai, hein, quand même, et alors que les auteurs, si vous voulez, de littérature de l'imaginaire, ils font par exemple des hybridations entre la fantasy, entre la science-fiction. Ce sont des gens évidemment qui très souvent après peuvent devenir, alors plutôt aux États-Unis, parce qu'en France c'est un peu plus compliqué, mais aux États-Unis il y a beaucoup d'auteurs par exemple qui deviennent scénaristes donc de séries, et puis qui travaillent bien évidemment en lien avec aussi des scénarios donc du jeu vidéo. Je me suis rappelé du coup en entendant donc en attendant la présentation de la table ronde, en 2020 j'avais participé à une émission qui était c'était la Web TV d'Ubisoft, avec on avait fait donc c'était des émissions thématiques sur le jeu vidéo qui était animé par Pablo Miras. Si ça vous intéresse, hein, c'est en ligne, hein, il y a toute la série, ça s'appelle la Game TV d'Ubisoft, et on avait fait une thématique sur la dystopie. Donc moi j'étais invitée évidemment en tant que spécialiste de la dystopie, et c'est là qu'avec par exemple le designer de Watch Dogs, on s'est rendu compte qu'il y avait bien sûr des ponts entre ces univers dystopiques qui nous venaient et du cinéma bien sûr
et de la littérature et qui imprégnait complètement en temps, alors soit pour la narration, et là je laisserai la parole évidemment au créateur, soit par la narration, soit par le décor finalement dystopique. Quand vous avez par exemple un jeu comme Cyberpunk 2077, on a cet univers du cyberpunk qui est là et qui vient de la littérature, qui a été, donc le cyberpunk, je rappelle, a été créé dans les années 1980 par Bruce Sterling. Donc vous voyez, on a vraiment, je pense que c'est ça qui est très important. Après, on aura peut-être l'occasion de reparler d'interactivité, mais on a vraiment ce lien très très fort, cette fluidité entre ces différents médias dans la créativité, autour finalement de pôles qui peuvent être bien des sous-genres de l'imaginaire, que ce soit la fantasy, peut-être le conte, que ce soit donc les univers de la science-fiction, l'espace. Puis on n'a pas parlé évidemment de tout ce qui est horrifique, mais on a, voyez, une circulation complètement de la créativité à l'intérieur de ces domaines, de ce domaine culturel. Voilà. Vous voulez réagir sur, surtout toi, qui écrit des scénarios pour les jeux vidéo. Ça serait intéressant. Ouais, du coup, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Natacha, les ponts possibles qu'il va y avoir entre la littérature et le jeu vidéo, ça va beaucoup être des histoires d'univers, de lore, d'atmosphère, de monde créé. Ça va souvent être ça. C'est très intéressant pour le jeu vidéo puisque du coup, par définition, le jeu vidéo a des règles qui demande une suspension de l'incrédulité, puisque on va demander aux joueurs d'accepter, on en parlait juste avant le début de la conférence, de mourir régulièrement. Donc il y a une espèce d'immortalité qui est très magique. Il va débloquer des pouvoirs qui sont en fait des mécaniques de gameplay. Et du coup, les univers imaginaires permettent une grande liberté et d'apporter une cohérence en fait à ce qu'on propose en termes d'écriture. Donc à ces égards-là, les ponts sont très intéressants. La différence par contre qu'il va y avoir, ça va être la manière d'écrire, puisque du coup dans le jeu vidéo, dans le jeu de rôle, on va pas du tout avoir cette linéarité qu'on a dans la littérature, qui nous permet de présenter un univers exactement comme on veut, au moment où on veut. Donc il faut tenir prendre en compte une interactivité et le fait que l'univers puisse être compris par différents biais. Donc ça nécessite de raconter beaucoup plus au travers de l'univers que au travers d'un personnage. Et donc là, le fait d'avoir un univers très riche, avec beaucoup d'inventions, avec beaucoup de magie, ça apporte une aide, on va dire, substantielle pour créer des univers de jeux vidéo. Quelques petits mots sur cette question. Oui, pour moi, tout commence toujours avec une histoire. La nécessité de raconter une histoire. Et c'est étonnant de voir, je regarde quand j'ai un fils de 11 ans qui jouait Zelda, toujours. Et c'est étonnant de voir comment il a la possibilité de choisir des différentes possibilités, parce que c'est le même exercice que j'ai fait au moment d'écrire un roman. Et spécialement quand c'est un roman d'aventure, d'action, que chaque chapitre va finir avec un cliffhanger pour donner plus d'intérêt au lecteur. Et à chaque fois, j'ai la possibilité aussi de choisir le chemin pour les personnages. Mais à la fin, je prends seulement une option. Mais pour les gens qui vont jouer vidéo, sont tous les options en face. Et ils peuvent choisir. C'est une autre façon de faire les mêmes chemins. Mais c'est vraiment intéressant comme comparaison. J'ai pas eu la chance encore d'avoir sauté d'un niveau à l'autre. Et il y a un groupe de gens qui m'ont proposé au Chili d'adapter les premiers romans Cochrane versus Cthulhu comme jeu de rôle, mais ce sont des gens que je connais pas bien, j'avais hésité. Et je peux dire aussi que le livre va être adapté comme série télé. J'ai signé déjà avec une maison de production française, on est en train de commencer les chemins. Et j'ai essayé aussi de raconter des histoires en différents formats. La première adaptation de Lovecraft, je suis très passionné de Lovecraft, le modèle de Pickman, le conte. J'ai écrit et produit au Chili la version cinéma et quelques années après la version BD aussi. J'avais envie à l'origine d'avoir réalisé toutes les choses en même temps, mais ça a été trop difficile au niveau des moyens. Mais on avait réalisé à l'époque un website, les films, l'année 2000, c'est déjà longtemps. Vous pouvez trouver les films sur YouTube libérés avec des sous-titres en français, ça s'appelle Chilean Gothic, mais c'est la version chilienne de le modèle de Pickman.
Et c'est intéressant, pour moi, ça c'est la chose plus intéressante au niveau de création, de raconter une histoire en différents formats, mais aussi donner les joueurs la possibilité de voir toutes les options. À différence du lecteur de livre il aura seulement la choix qui a été choisi pour l'écrivain. Tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir à du coup cette question? Merci. C'est à propos, vous parliez tout à l'heure de la différence entre jeux vidéo et l'écriture de livres et l'écriture de scénario. Et je voulais prendre un exemple, en fait, par exemple dans Skyrim, je veux dire, un jeu que j'ai poncé dans tous les sens. Et en fait, je me rends bien compte que si ça avait été un livre, ça aurait été éminemment chiant, parce que en fait, ce personnage qui est à la fois archimage de la guilde des mages, et il est chef des voleurs, il est ça, etc. Et en fait, en livre, ça ferait presque un truc de Paul Sulitzer, où en fait le héros, il est beau, il est fort, il est riche, il a toutes les femmes à ses pieds, tout ça, etc. Et en fait, j'ai envie de dire, ouais, mais en fait, c'est nul, quoi. En fait, je veux dire, et il y a vraiment cette différence où en fait, quand on lit un livre, on veut que le protagoniste, il ait des épreuves, il faut qu'il en chie en fait quelque part. Mais par contre, quand nous, on est en fait à la place notre avatar, on aime bien justement ce sentiment de toute puissance qu'on accumule et tout ça, etc. Et en fait, le voir chez quelqu'un d'autre, c'est beaucoup moins intéressant que de le vivre soi-même. Or, quand on est dans un livre, c'est pas nous. Enfin, je veux dire, la personne qui est le protagoniste, en fait, on se met pas à sa place, alors que dans un jeu vidéo, notamment les jeux de rôle, en fait, c'est nous, en fait. Et vraiment, il y a vraiment une différence de point de vue qui fait que le passage de quelque chose qui est intéressant en livre ne l'est pas du tout. Enfin, si c'était transcrit en fait de manière transparente en fait en jeu vidéo, ce serait chiant. Et en fait, voilà. Enfin, je veux dire, dans un jeu vidéo, si on vivait vraiment quelque chose comme dans les livres, en fait, on se dirait, ben en fait, c'est la vie, le jeu. Et en fait, si j'avais besoin d'en chier, comme dans, excusez-moi pour les paroles, désolé pas si c'est enregistré, mais enfin, je veux dire, désolé, je suis un peu intimidé, mais en fait, c'est simplement que on a envie d'accumuler cette puissance de manière un peu fluide, alors que parce qu'en fait, la vie est pénible un peu tous les jours, et en fait, on n'a pas envie d'avoir un simulateur de vie, puisqu'en fait, on a déjà la nôtre, quoi. Donc du coup, il y avait vraiment un peu cette différence, et je voulais savoir comment est-ce que ça se retranscrit en fait, par exemple pour l'adaptation en fait d'un scénario. Si vous voulez faire un jeu vidéo à partir d'un livre, comment est-ce que vous passez de cette chose qui est intéressante en livre, et comment vous faites quand vous voulez en faire un jeu vidéo? Comment est-ce que vous arrivez à rendre ça intéressant, mais pour le joueur? Alors, bon, moi, j'ai pas travaillé sur une adaptation de livre en jeu vidéo, donc ma réponse va être extrêmement théorique. Mais il me semble que l'idée, en fait, dans une histoire de jeu vidéo, ça va être, on va prendre une histoire simple, qui effectivement serait probablement assez ennuyeuse. Il faut pas compliquer l'histoire. Par contre, ce qu'on va pouvoir compliquer, c'est l'univers, pour que la trajectoire du personnage joueur puisse explorer différents aspects de l'univers proposé. Donc là, enfin, pour prendre le premier exemple qui me vient en tête, c'est Harry Potter Legacy, donc qui va sortir bientôt. Et du coup, voilà, où on propose pas de revivre l'histoire de Harry Potter, on nous propose d'aller à Poudlard à une époque antérieure. Et l'idée, c'est donc que le personnage puisse créer sa propre aventure dans l'univers. Et finalement, ce qui va apporter des informations, des messages, ça va être la manière dont l'univers est proposé, ses règles internes, comment le personnage interagit avec elle. Mais l'histoire en elle-même est très simple. On a une ligne droite, on arrive, j'ai évidemment pas joué au jeu, mais j'imagine, on arrive à Poudlard, on va dans une maison, on va gagner en compétences en faisant telle ou telle activité. La ligne est extrêmement simple. Par contre, en fonction de comment on va jouer, ça va créer une histoire différente. Et c'est ça qui est intéressant. Donc pour moi, une adaptation littéraire en jeu vidéo, ça va être ça. Ça va être choisir une ligne d'histoire assez simple et finalement creuser l'univers pour être fidèle, parce qu'évidemment les gens qui regardent les adaptations de jeux vidéo vont chercher à retrouver l'univers qu'ils ont aimé, mais en même temps, si c'est juste faire du décalque de ce qui existe déjà, c'est pas forcément très intéressant, puisque c'est une histoire qu'on connaît déjà, on s'est déjà créé nos images, etc. Donc l'idée, c'est de proposer une expérience augmentée qui puisse être vécue complètement indépendamment de la connaissance de l'œuvre littéraire.
Oui, votre question, elle est intéressante en fait parce qu'elle elle pose vraiment le doigt sur le rapport que nous avons, nous, joueurs ou lecteurs, avec une histoire et avec un personnage. Bon, alors ça c'est vieux comme le monde quand même, c'est-à-dire qu'en littérature, vous avez un processus qui est tout à fait connu, qui s'appelle l'identification du lecteur donc à son personnage. Et en fait, on retrouve, mais la littérature, comme le disait donc notre auteur, la littérature, en fait, c'est quand même beaucoup plus l'imaginaire, peut-être, d'un auteur. Alors que là, la différence, c'est que dans le jeu vidéo, on va se créer notre propre imaginaire par nos choix. Et donc, je dirais qu'il y a une sorte d'exagération ou d'emphase complètement de cette identification que l'on peut avoir avec ce personnage que l'on crée. Et donc, la base quand même d'un jeu, c'est cette notion de plaisir. Et dans la littérature, on se dit, quand on lit, par exemple, une histoire avec un personnage dont les caractéristiques sont développées et qui nous correspondent, et on dit ah oui super, je m'identifie complètement, je me projette dans ce personnage, alors qu'en fait dans le jeu vidéo ou dans le jeu de rôle, on a la possibilité de prendre différentes identités, de développer complètement, c'est-à-dire qu'on a notre personnalité, notre ego qui va se retrouver complètement démultiplié dans un univers qui en plus nous fait plaisir, puisque très souvent c'est un univers non mimétique, hein, c'est pas un univers réel, et c'est un univers qui nous plaît forcément, vous voyez. Donc je pense que par rapport à la littérature, véritablement une des bases du jeu vidéo et du jeu de rôle, c'est bien sûr c'est la base du jeu, c'est ce plaisir, mais c'est ce plaisir aussi de la démultiplication finalement de notre propre personnalité ou d'une multiplicité finalement de personnalités que l'on va pouvoir explorer, ce qu'on peut pas faire ni dans la vie, ni forcément dans la littérature. Oui. Est-ce qu'on peut lui passer le micro? Et pour rebondir sur ce que disait monsieur derrière moi et sur ce que j'ai entendu là, on a une divergence aussi entre la littérature qui nous propose une narration linéaire avec une histoire qui va aller d'un point A à un point B, relativement. Hein. Il y a quand même des variations avec les histoires dont on est le héros, auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Donc là, on se balade dans le livre. Allez à la page 364 si vous avez tel pouvoir. Allez à la page 151 et mourrez ici si vous n'avez pas ce pouvoir. On a beaucoup ça. Mais globalement, la littérature, c'est quand même quelque chose de très linéaire, avec une histoire qui est toujours vue à travers un narrateur, dans un point de vue, et qui bougera pas trop. Tandis que maintenant, beaucoup, ce qu'on fait, que ça soit pour... ce qu'on fait beaucoup maintenant, dans le jeu vidéo pour que ça soit plus vivant et plus immersif, c'est qu'on crée le monde ouvert. Et le monde ouvert, ça impose pas mal de changements dans la façon de raconter des histoires, puisqu'il va y avoir les 53 quêtes annexes, les 300 contrats qu'on peut rencontrer dans Cyberpunk, justement, 2077. Et ça impose, en fait, de changer de narration. Ça impose une petite dissonance, en fait. Il y a une urgence dans l'histoire et en même temps, on va explorer un monde ouvert, donc on va s'arrêter sur ce tas d'ordures là, on va s'arrêter à ce contrat ici, on va s'arrêter à cette histoire qui est là. Et en plus de toutes les identités qu'on peut explorer quand on est dans un jeu de rôle, il y a aussi une manière de raconter qui, je trouve, change beaucoup. C'est les chemins que prend la narration et les possibilités que donne la narration. Et juste du coup, la narration change beaucoup, mais aussi pour une raison toute simple, c'est-à-dire que on passe beaucoup moins par le texte. Un jeu vidéo, ça existe, les jeux vidéo textuels, mais c'est un genre très particulier, et donc ça nécessite non seulement la construction est différente, mais les outils pour raconter sont aussi très différents. Je pense que ça c'est valable pour le cinéma également, où on raconte avec de l'image. Et du coup, dans le jeu vidéo, effectivement, ce qu'il va raconter, ça va être l'interaction, finalement. Donc, faut créer des interactions qui aient du sens entre le monde et l'avatar. Et c'est ça qui raconte une histoire. Donc, c'est un outil qui est très, très différent par rapport à l'outil textuel. Et aussi, toute petite nuance, je trouve que quand même, en littérature, notamment en littérature de l'imaginaire, on a des choses qui sortent un petit peu, enfin, on est sur une linéarité, on va d'un point A à un point B, on est sur l'imaginaire, certes, de l'auteur, mais de plus en plus, et notamment dans les littératures de l'imaginaire, on donne la possibilité au lecteur de s'approprier l'histoire, de l'interpréter, etc. Donc, le fait qu'il y ait une appropriation et une perception différente des histoires, ça se fait beaucoup quand même dans les littératures de l'imaginaire, je trouve.
je nuancerai aussi le propos parce que la narration ou la narrativité linéaire, vous savez, au XXe siècle, ça a quand même été extrêmement remis en question par les écrivains. Alors peut-être parce qu'il y a eu aussi l'influence donc du cinéma, c'est-à-dire de notre média qui proposait de raconter une histoire différemment, notamment avec des flashbacks ou des anticipations donc dans l'histoire. Mais si vous prenez ne serait-ce qu'en France, le nouveau roman, par exemple, a littéralement explosé la notion de personnage, la notion de chronologie, la notion de narrativité, la notion de narrateur, c'est-à-dire que vous aviez une explosion, une variation de points de vue absolument extraordinaire, plus de chronologie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des auteurs du nouveau roman, c'est très difficile à lire d'ailleurs, parce que mais avant le nouveau roman, vous avez par exemple William Faulkner, qui va donc complètement mêler les narrateurs, les histoires. Vous avez 3 histoires qui se passent de 3 époques différentes, qui sont complètement mélangées. Et en fait, c'est au lecteur d'aller retrouver, si vous voulez, un sens chronologique dans ces histoires-là. Donc en fait, l'idée, c'est que la littérature au XXe siècle, en fait, elle veut faire travailler. On trouve que les grands écrivains français, notamment Zola, Balzac, etc. En fait, on donne tout au lecteur. Donc le lecteur, c'est un gros feignant, et donc il va falloir, si vous voulez, le faire travailler. Et au XXe siècle, eh bien, on va essayer de le faire travailler en explosant complètement justement cette notion de narration en fait chronologique. Et alors, et c'est là que je vais passer la parole évidemment à notre à notre écrivain, mais je crois que les écrivains adorent jouer aussi avec la narration, non? Oui, pour moi, les premiers romans, c'était un exercice de style, parce que j'étais à l'époque en train de tourner un documentaire pour le Chili, pour la télévision publique à propos de Lord Cochrane, que pour les Chiliens c'est un héros. Il y a des avenues, des villes, des rivières, des bateaux de guerre qui s'appellent Cochrane, pour nous c'est des écoles. Et j'étais en train de tourner un documentaire en 7 pays, dont la France aussi. Mais pour la recherche, j'ai commencé à lire des romans aussi. Et j'ai commencé à réaliser qu'il y avait tout un genre de romans navals napoléoniens inspirés par Cochrane, mais qui n'est pas connu pour le grand public. Et toute la saga de Master and Commander, la saga de Hornblower qui a inspiré aussi le personnage du capitaine Kirk pour Star Trek. Le pitching de Gene Roddenberry, ça a été Hornblower dans son vaisseau spatial, quand il a présenté le projet de Star Trek à la NBC. C'est-à-dire, il avait une influence de Cochrane sur la culture populaire, mais inconnue. Pas très connue pour les lecteurs. Plus pour les écrivains. Et j'ai décidé d'écrire un hommage, un feuilleton napoléonien aussi, naval, mais comme je suis passionné de Lovecraft, et à l'époque j'étais en train de relire L'Appel de Cthulhu, et j'étais en vacances chaque été en face de Fort Boyard, à Châtelaillon-Plage. Il y avait un moment que j'avais envie de connecter le lieu, le bâtiment de Fort Boyard, qui est très sombre à distance. C'est un lieu pour une histoire de terreur. Et j'ai décidé d'écrire les crossovers. C'est très simple à niveau de structure. Ce sont 3-4 jours, en 3 actes, et c'est une narration linéaire. Mais c'est un mélange de genres. Et voilà, le premier, ça a été tout simple, c'est un exercice. Mais quand j'ai décidé d'écrire la suite, 11 années après, dans un trou dans la biographie de Cochrane, quand il était de retour en France pour préparer son voyage à la Grèce, j'ai décidé aussi de mélanger la vie d'un vrai personnage historique avec des histoires fantastiques, mais sans changer sa biographie. Et ça, c'est un peu difficile parce qu'il faut trouver les trous dans la biographie pour insérer les histoires fantastiques. Et j'avais un autre trou, l'année 1826, c'est-à-dire 11 années après la première histoire. Mais ça m'a obligé de faire l'exercice d'imaginer un univers. Parce qu'il y a, bien sûr, tout l'univers créé par Lovecraft, qui est un grand écrivain, et toute la mythologie de Cthulhu. Mais à chaque fois, chaque réalisateur, chaque écrivain, chaque artiste a le rêve aussi d'ajouter quelque chose à cet univers, de compléter un peu cet univers. Et comme j'avais déjà installé le mélange de l'époque de Cochrane avec Cthulhu, j'ai été obligé de me poser plusieurs questions pendant l'écriture. J'ai dessiné une ligne temporelle à côté de la biographie de Cochrane, sa ligne temporelle de sa liaison avec la mythologie de Cthulhu. Et ça m'a obligé aussi à me poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cthulhu tout ce temps? Et pour Cthulhu, à la fin, j'ai dessiné une chronologie de 150 millions d'années. C'est-à-dire
Lovecraft fait plus pour avoir des réponses. Et ça, c'est un point intéressant. Je pense qu'un jour, on va trouver probablement avec un jeu vidéo aussi la possibilité de raconter les histoires dans un autre format, parce que l'univers est déjà écrit dans différents cahiers sur mon ordi, et ça m'a donné aussi la possibilité d'imaginer les autres romans. Et ça, c'est un jeu un peu plus intéressant, je pense, parce que les troisième et quatrième sont placés au milieu, entre Cochrane versus Cthulhu et l'ordre des catacombes. Et à chaque fois, le lecteur aura la possibilité d'avoir une compréhension différente du même univers et de lire le livre de façon chronologique, mais aussi dans un ordre de sortie. Et chaque livre est possible de lire comme standalone, mais sont tous connectés. C'est-à-dire que la seule façon d'avoir une vision complète de cet univers, c'est à partir de la lecture du 5. C'est pour ça que c'est une saga. Mais l'exercice de dessiner un univers pour les deux mondes, le monde de Cochrane et le monde de Cthulhu, m'a obligé à faire ça. Et je pense qu'un jour sera possible aussi avoir une version vidéo, pourquoi pas. Ouais. Du coup, je vais citer le patron de From Software, qui a fait un jeu avec l'ambiance de Lovecraft, qui est merveilleux, puisque au début, on ne sait pas du tout que c'est du Lovecraft. Donc, on se pointe dans la ville, on parlait de monde ouvert où, en fait, le jeu ne te dit rien du tout et c'est à toi d'aller cliquer sur le cadavre là-bas qui te donne une lettre qui te raconte tout le lore. Mais du coup, si tu cliques pas dessus, tu le sauras jamais. Et que petit à petit, quand on avance, on découvre que finalement, les dieux très anciens ont été là depuis le début et nous regardent. Et il disait que pour ces jeux vidéo, le scénario ne s'explique pas, il se ressent. Et c'était très profond, puisque tous ces jeux sont comme ça. Et ce qui tient à cœur de faire toujours des jeux un peu plus immersifs et toujours plus avec plein d'éléments cachés, comme on en parlait tout à l'heure pour Minecraft, et que c'est le joueur qui va chercher tout ça. Eh bien, passons à une question là-bas. Bonjour. Je vois qu'on évoque beaucoup le jeu vidéo dans son aspect open world notamment. Je me posais la question, il y a eu quand même une résurgence ces dernières années du jeu narratif, du jeu vidéo, notamment avec le studio Telltale, le studio Telltale. Je me demandais, est-ce qu'en fait on se retrouve pas justement dans ces jeux-là précis sur un pont, entre guillemets peut-être parfait, entre la littérature et le récit linéaire, et la possibilité du choix que peut faire le joueur pour influencer l'histoire ou l'orienter, ou est-ce qu'on se retrouve à l'inverse sur un format un peu bâtard qui se heurte en fait aux limites de l'un et de l'autre et qui sait pas trop comment trouver un juste milieu entre le plaisir du joueur, comme on l'avait évoqué plus tôt, et le carcan narratif, puisque pour le coup ces jeux-là ont quand même une linéarité, un point A, un point B avec une fin donnée, comme une série ou un film au final dont on serait le héros. Je trouve que c'est une question vachement intéressante puisque moi c'est des questions que je me pose un peu tout le temps effectivement dans mon écriture et dans les projets que je pourrais faire. Alors pour l'instant je suis un petit minou, je suis narrative designer, je scénarise pas des grands jeux etc. Mais j'ai envie de le faire et donc je me pose ces questions-là. Alors déjà, ce qui est juste reprendre un truc, le plaisir du joueur, c'est un peu compliqué parce que il y a pas un joueur, il y a plein de joueurs différents. Et moi, il y a un jeu que j'ai adoré récemment. J'en ai parlé à un autre narrative designer qui m'a dit ah là là, c'était bavard, c'était insupportable, fallait se taper des pavés de texte. Alors que moi, je trouvais que c'était pas gênant du tout parce que c'était très bien contrebalancé par du gameplay. Donc le plaisir du joueur, déjà, ça va dépendre. Et donc, il y a des jeux narratifs qui vont sembler très intéressants à certaines personnes et très très bâtards, un peu mal faits et bancals à d'autres. Donc ça, du coup, c'est aussi un peu compliqué puisqu'il y a de plus en plus de publics différents qui s'intéressent aux jeux vidéo. On n'est plus du tout dans un truc de niche comme c'était perçu, je sais pas, dans les années 80. Et donc effectivement dans le jeu narratif, moi ce que j'ai constaté c'est qu'il y a effectivement beaucoup de jeux où soit il y a trop de gameplay, soit il y en a pas assez. C'est-à-dire que soit le gameplay me coupe dans ma progression narrative et j'ai pas envie de faire un puzzle pour avoir la suite de l'histoire, soit au contraire l'histoire c'est un peu long et j'ai envie de zapper les textes pour pouvoir faire les jeux et les phases de gameplay. Donc effectivement, il y a un équilibre à trouver, il y a des jeux qui arrivent très bien, il y en a sans doute qui arrivent moins et selon la sensibilité des joueurs, ça va plus ou moins bien fonctionner. Du coup, pour moi, c'est pas tellement un pont
c'est au final, même si moi ce que j'aime, moi j'aime écrire des jeux narratifs, j'aime écrire des pavés de texte et c'est très compliqué pour moi de couper, puisque du coup dans le jeu vidéo il faut pas des pavés de texte, donc le plus difficile pour moi c'est de réduire. Mais au final, en tant que joueuse, je trouve que c'est plus intéressant qu'on me raconte une histoire avec des outils qui ne sont pas le texte. Donc la question c'est plus pour moi une question de l'outil. C'est-à-dire réussir à raconter une histoire, à bien la rythmer, etc., mais avec l'outil qu'on a en face. Donc faire juste un décalque, on va lui mettre un pavé de texte pour lui expliquer l'univers sur une lettre, c'est hyper dommage en fait. Ce qui serait bien, c'est que le joueur se balade dans l'univers et qu'il découvre lui-même des éléments petit à petit. Et même s'il y a une narration, c'est-à-dire un peu stricte, donc qui va d'un point A à un point B parce qu'on veut que le joueur passe par toutes ces étapes, l'idée c'est de trouver des manières de raconter qui sont adaptés au médium en fait. Et juste un petit exemple, et je fais de la promo pour un jeu que j'adore, s'il y en a qui le connaissent pas parmi vous, il y a le jeu Kentucky Route Zero, qui est un jeu indépendant que moi j'ai trouvé hyper chouette. Et effectivement, on a cette histoire qui est la même pour tous les joueurs. Par contre, la différence va venir du fait que on choisit régulièrement le point de vue d'un personnage plutôt qu'un autre. Ce qui fait que il n'y a pas cette illusion du choix, tu fais un choix qui va avoir un impact sur l'histoire. Non, l'histoire est toujours la même. Par contre, selon le personnage dont on choisit d'avoir le point de vue, on va pas avoir les mêmes informations, on va pas comprendre l'histoire de la même façon. Et donc, même si c'est extrêmement narratif, parce que c'est beaucoup de texte, c'est beaucoup de dialogue, au final, c'est intéressant parce qu'on est très perdu et on est toujours un peu comme le système du cliffhanger. On a toujours envie d'aller plus loin dans le jeu pour comprendre le point de vue de tout le monde. Donc pour moi, les ponts sont plus sur le fait de créer la curiosité et de rythmer l'histoire autrement. Et ça fonctionne, dans un jeu narratif, il y a plus de lore, il y a plus d'histoire, mais au final, ça fonctionne un peu pour tous les types de jeux, si vous voulez. Même Candy Crush, c'est créer une petite histoire, un petit univers en fabriquant des petites villes. Ça n'a strictement aucun intérêt, ça pourrait être complètement autre chose. Mais il y a quand même une histoire, un univers pour souder un petit peu tout ça. Et dans le jeu vidéo, je pense que l'histoire, elle sert beaucoup à ça. Merci beaucoup. Passons du coup à un autre pont qui est bien implanté depuis quelques années. C'est le pont entre littérature, série, cinéma. Et il y a récemment eu des ponts, certains aiment, certains n'aiment pas, entre jeux vidéo et séries et films. Je vais citer le meilleur exemple possible. Vous avez vu Arcane ou pas ? Le petit truc là qui est sorti récemment. Ça a pas beaucoup de succès, je pense. League of Legends. Ouais. Ça se développe, ils vont peut-être réussir, je pense. Ça fait que 10 ans. Du coup, que pensez-vous du coup ce pont-là qui est très 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 connu, littérature, série, film, toi qui es réalisateur, que pensez-vous du coup de ce pont? Il peut aller encore plus loin, il peut être développé, il peut être amélioré, surtout que on en parlait tout à l'heure et tu as bien bossé le sujet sur The Witcher, qui la série qui a été appréciée ou non. Les gens connaissent le jeu vidéo et ont découvert après les bouquins. The Witcher, en fait, à l'origine, on a en fait un univers littéraire, c'est-à-dire des romans et des recueils de nouvelles. Et je crois ce qui est intéressant, alors pardon, j'ai utilisé un gros mot universitaire, mais c'est exactement le phénomène de ce qu'on appelle la transmédialité ou l'intermédialité. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir soit la reprise d'un univers qui va être développé de manière différente selon les différents médias, soit vous allez avoir une histoire, et ça c'est hyper intéressant pour les créateurs. C'est-à-dire vous allez avoir une histoire qui peut démarrer avec la littérature et complètement, je dirais, se développer de manière différente d'ailleurs dans un univers de jeux vidéo ou dans un univers, par exemple, de cinéma. Moi, un des exemples qui m'avait le plus frappé par rapport à cette notion de transmédialité, par exemple, c'est l'univers de Matrix, qui va prendre un développement, si vous voulez, dans le jeu vidéo, qui sera totalement différent, finalement, de celui qu'il avait eu dans le cinéma. Donc,
encore une fois, ce qui est intéressant, c'est cette notion de créativité en fait qui va surfer sur différents supports et qui est très intéressante pour nous parce que les jeux, par exemple, peuvent permettre je dirais, un développement de l'histoire tout à fait différente, un développement aussi de la réflexion totalement différente. Et je crois, je sais plus si avec qui j'en parlais tout à l'heure, mais on disait par exemple que certains jeux vidéo, alors intéressant par rapport à la littérature. Certains jeux vidéo peuvent être perçus comme des fables, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie de la narration qui va aboutir à une partie donc réflexive. Et autre réflexion qui m'est venue, en fait, parfois les jeux vidéo, enfin l'univers par exemple des jeux vidéo, c'est un petit peu comme la poésie. C'est-à-dire que quand vous lisez par exemple un recueil de poésie, alors bien sûr on lit pas très très souvent des recueils de poésie, mais quand on lit des recueils de poésie, il n'y a pas d'histoire. Bon, et pourtant il y a un univers qui se développe. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à rentrer dans l'univers d'un poète ? Vous pouvez lire Les Fleurs du Mal pour des choses un petit peu classiques ou Alcool d'Apollinaire. Eh bien, tout simplement parce qu'on passe d'un îlot, si vous voulez, d'imaginaire à un autre îlot. C'est-à-dire que chaque poème représente un îlot. Or, par exemple, dans le jeu vidéo, c'est exactement ce qu'on a. C'est-à-dire que on va être dans une scène, c'est-à-dire un îlot qui va développer une partie de l'imaginaire et hop, on va passer ensuite à un autre îlot qui va permettre, alors pas forcément d'ailleurs dans la logique de la narration, mais qui va vous permettre donc de sauter finalement d'un îlot d'imagination à un autre, voyez. Et ça aussi, c'est un lien très fort avec la littérature, mais voilà, une littérature qui fonctionne peut-être différemment. Et je vais même aller plus loin, c'est que dans la littérature, on a quand même eu des auteurs, je pense notamment à un auteur que j'aime beaucoup évidemment parce que j'en suis spécialiste, c'est Michel Jury, c'est un auteur français qui écrivait des récits quantiques. Et en fait, les récits quantiques, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, vous passez d'un chapitre ou d'une partie de chapitre, vous êtes dans la conscience d'un narrateur dans une époque, et puis le chapitre d'après, vous passez dans une autre époque, dans une autre conscience de notre narrateur, d'un autre personnage. Et vous naviguez comme ça dans une quinzaine de personnalités, voyez. Et vous découvrez finalement l'univers, alors pour ne pas le citer, c'est Le Temps incertain en 1973. Donc au départ, Michel Jury voulait écrire un nouveau roman, et puis finalement c'est devenu un chef-d'œuvre de la science-fiction française, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Vous voyez, c'est-à-dire que vous passez d'un îlot finalement d'un îlot de créativité à un autre îlot, à un autre univers, à une autre conscience. Vous voyez. Et donc, je crois que la transmédialité ou l'intermédialité permet complètement à la fois une fonction différente, c'est-à-dire que on va essayer d'avoir une manière différente d'aborder les histoires et en même temps une manière différente d'aborder pour le joueur, pour le lecteur, en fait, des univers donc qu'il va lui-même se créer ou des univers qu'on va lui présenter. T'as beaucoup de choses à dire sur ça. Une chose que pour moi c'est très rigolo. les quatrièmes Cochrane, les Montagnes Hallucinées, Lord Cochrane dans les Montagnes Hallucinées, qui va sortir le 6 de mai en espagnol au Chili par Penguin Random House, commence avec un Previously de 30-40 pages et finit avec un post-scriptum qui c'est vraiment une scène post-générique qui connecte le livre avec les catacombes, l'ordre des catacombes, c'est l'année 1826 parce que le livre se situe en 1823. Et j'ai essayé parce que c'est une seule histoire, le quatrième, c'est le premier livre, le troisième c'est pour chercher les coordonnées de Montagne Hallucinée et le quatrième c'est l'expédition. Mais comme j'ai envie de que chaque lecteur peut arriver aussi, n'importe dans quel ordre et dans quel livre, si quelqu'un arrive au quatrième livre, il aura un résumé, mais pour le lecteur fidèle, ça sera seulement une répétition. C'est un résumé avec des scènes qui sont coupées, même con un montage audiovisuel, mais sont racontées d'un autre point de vue, d'un autre personnage. C'est-à-dire pour les gens qui ont lu déjà le troisième, ils auront la possibilité de regarder la même chose dans la tête, comme un film, mais d'un autre point de vue, d'un autre personnage. Et comme ça, tout le monde sera content aussi. mais j'avais envie de faire ça parce que, normalement, il y a des gens qui se vont fâcher, qui on va dire, oh, c'est comme la mauvaise télévision, mais sont les codes de feuilleton 19e, finalement. Raconté pour chapitre, semaine par semaine, qu'on a été repris aujourd'hui pour toutes les chaînes de streaming, Netflix, qui n'ont rien inventé finalement. J'ai envie de faire la comparaison.
Et c'est pour ça aussi que dans les premiers livres, il y a des chapitres qui, de temps en temps, racontent encore une fois l'histoire, une espèce de résumé, pour donner un peu l'idée old-fashioned que le livre a été publié par chapitre aussi, façon feuilleton aussi. Presque tout le monde a bien compris ça, mais il y a des lecteurs plus jeunes qui de temps en temps sont un peu fâchés à propos de la répétition, mais il y avait des gens aussi qui disent « Oh, c'est comme un feuilleton, j'aime bien ». Mais aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir écrit un livre avec un previously et une scène post-générique très audiovisuelle, parce que aujourd'hui, la concurrence pour le livre sont aussi les autres formats, c'est-à-dire tu peux perdre un lecteur. Si tu pars du lecteur, peut-être le lecteur il est en train de voir un film, une série télé, de jouer un jeu vidéo, pas forcément de lire un autre livre. Et ça, notre génération a été élevée avec tout ça, et sont aussi des influences, c'est-à-dire d'inspiration très importante à un moment d'écrire. Pour finir, au Chili, par exemple, à chaque semaine, il avait une revue qui s'appelait Mampato, qui c'était notre Tintin, avec des DVD, 4 pages, chaque semaine un chapitre, avec un cliffhanger, mais qui a publié aussi toute la BD franco-belge. Et j'ai été élevé avec tout ça aussi, et avec Herman, que j'ai rencontré en 2017 à Angoulême. Après, c'est comme rencontrer Dieu pour moi. Herman Huppen, et Bernard Prince, pour moi, c'est l'aventure, c'est les mystères, les cliffhangers aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans la peau d'un écrivain aussi, et qui sont de notre origine, pas littéraire, mais la BD, la télé, le cinéma, qui donnent une façon très audiovisuelle aussi de raconter des histoires. Ouais. C'est parfaitement ça. Question. Ouais, sur la narration en îlot, je suis pas complètement d'accord parce qu'en fait c'est une vision du jeu vidéo qui je trouve est assez réductrice par rapport à un grand nombre de productions qui se font et qui se sont faites. En réalité, le jeu vidéo pourrait être comparé à une série dans sa narration en sorte que les niveaux sont des épisodes, mais même les découpages par épisode et même les découpages en par niveau font qu'il y a un univers global. Quand on joue à un jeu vidéo, on raconte une histoire souvent. Les mondes ouverts sont en réalité une minorité des jeux vidéo et les jeux où le joueur fait sa propre narration sont en réalité assez rares. Il y a beaucoup d'expériences qui consistent à suivre une histoire linéaire en jeu vidéo, comme quand on suit une série, mais où le plaisir, où l'intérêt se trouve dans le fait, la façon dont on va le faire. Vous parliez tout à l'heure de Kentucky Road Zero où on choisit le point de vue. Il y a aussi les moments donnés où on choisit le gameplay, on choisit de le faire de telle façon. Il y a aussi la difficulté. Est-ce qu'on va galérer à aller jusqu'au point suivant ou est-ce que ça va être quelque chose de simple et de fluide? Certaines personnes aiment galérer, d'autres aiment plus la fluidité. Mais personnellement, je retrouve pas vraiment cette histoire de narration en îlot c'est un exemple, bien sûr, mais... Oui, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. C'est pour faire un pont avec la littérature. Moi, je pensais à un vieux jeu qui s'appelle Myst de 1993. Certains, peut-être... Il a été réédité. Voilà, il a été réédité. on jouait à ce jeu. Et en fait, on passait quand même dans des univers à travers, justement, des livres. Voyez, voyez la différence avec Myst, la différence entre Myst et une série, c'est que Myst, par exemple, vous pouvez galérer sur la première île. J'en parle d'expérience. Non, mais totalement. Je suis parfaitement d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que même cette notion de découpage qu'on pourrait retrouver, qui pourrait être un pont, le découpage en niveau et le découpage en épisode, au final, est-ce que vraiment il y a des gens qui regardent un épisode et qui s'arrêtent vraiment, ou est-ce que beaucoup de gens binge-watch ou finissent le jeu de manière, voilà. C'était juste une réflexion. Non, je pense que la réflexion que je voulais vous donner par rapport à ces îlots, c'était plutôt sur la découverte de l'univers. Vous voyez, c'est-à-dire que si j'ai fait la comparaison avec la poésie, c'est qu'on n'est pas forcément dans la linéarité et que mais pas toujours, c'est-à-dire que parfois on a des jeux vidéo qui sont aussi dans la linéarité. Donc c'est vraiment pour montrer qu'on a plutôt une pluralité finalement de façons de raconter une histoire et que comme dans la littérature, il n'y a pas forcément des histoires, mais il y a surtout des univers ou des imaginaires. Et juste du coup, je pense qu'il y a aussi un élément dont on parle pas parce qu'on parle beaucoup de la littérature vers le jeu ou vers les séries, mais il y a aussi des littératures dans lesquelles on insère du ludisme. Où justement on va faire dans l'autre sens. Et enfin là, celui qui me vient en tête, c'est Data Biographie. Alors excusez-moi, je crois que c'est Charlie Delaware ou Delaware, je suis pas sûre de son nom, pardon d'avance. Mais en fait, du coup, qui a décidé de raconter sa vie à travers des graphiques. Donc le roman, c'est plein de graphiques sur
Donc ça peut être des trucs absurdes, ce que je mange au petit déjeuner. Donc il a des graphiques en fonction de si c'est un bol de céréales, le nombre de relations amoureuses qu'il a eu dans sa vie, etc. Et il raconte tout ça. Et donc ça, c'est un livre, c'est présenté comme un roman de littérature blanche, mais en fait on est dans quelque chose de très ludique dans la manière de découvrir l'histoire. Et donc le pont peut aussi exister dans ce sens-là, mais on va se retrouver avec des îlots narratifs et une histoire très déconstruite finalement. Et donc voilà, donc je pense que, et dans le jeu vidéo c'est pareil, on peut avoir ce truc-là d'hyper déconstruction ou de construction un peu linéaire mais qui se cache, puisque l'idée c'est de donner l'impression au joueur que c'est lui qui crée son histoire. Mais du coup voilà, je pense que là c'est vraiment des procédés pour raconter qui vont vraiment d'un médium à l'autre, et les médiums s'inspirent les uns des autres, comme tu disais, ou en faisant un effet série précédemment, ou on va utiliser la pluralité des médias pour donner du fun. Là, c'est amusant de se dire « Ah là là, c'est fait comme une série », et du coup, ça crée une complicité avec le lecteur, alors qu'en fait, on est juste dans la littérature. Ça pourrait avoir l'air très classique, mais ça donne un côté amusant, en fait, à ce qu'on est en train de lire, et ça joue avec la connaissance implicite des lecteurs, des spectateurs, etc. Merci. Il y a beaucoup de questions, allons-y. Bonjour, merci. Donc, si on fait un petit résumé de la table ronde, on est passé du roman, on a pas mal parlé de jeux vidéo, puis ensuite on a parlé du lien, des interactions entre jeux vidéo et séries et romans. Et il y a quand même une brique qui manque à mon sens, c'est qu'on n'a pas parlé de jeux de rôle. Et donc je voudrais juste mentionner un livre qui a été sorti en 2007 chez CNRS Éditions, c'est Les Forges de la fiction d'Olivier Caïra. Et donc c'est un sociologue des jeux de rôle et qui parle d'un exemple. Alors je sais pas s'il y a plus vieux que ce qu'il donne, mais en gros la première relation quasi directe entre le jeu et un roman, c'était au XVIIIe siècle avec un roman dont j'ai oublié le nom, qui avait un certain succès, auquel la grande société jouait dans les salons. Qu'ils lisaient, et puis ensuite ils allaient jouer à une sorte de jeu de rôle tiré du roman avec des personnages, des figurines de cire dans un labyrinthe. Et j'ai oublié le nom, peut-être que vous le connaissez. Et donc c'est un des premiers exemples de jeu tiré d'un roman. Et après ça, il y a eu toute une période où il n'y avait pas de jeu de rôle, qui s'est ensuite venu plus tard des simulations de combat, style Risk et compagnie. Mais avant ça, il y a toute une période où il n'y avait pas de jeu, mais il y a eu des ancêtres du jeu de rôle. Et la primauté du lien entre le roman, la littérature et le jeu, c'est quand même le jeu de rôle. Voilà. Et par rapport au fait que plusieurs publics et plusieurs attentes, et que une œuvre qui plaît à tout le monde, en fait, elle plaît vraiment à personne. Il y a eu des liens, des dimensions ludiques, des dimensions narratives que l'auteur avait mis dans son livre. C'était l'atmosphère, l'érudition, l'étrange, l'expérimentation, l'interprétation. Et ça, je connais comme dimension ludique dans le jeu de rôle, mais je sais pas si ça existe en littérature, comme dimension qui plaise aux gens. Je connais que la différence de genre en littérature. Voilà, c'était juste ça ma question. Très rapidement, je pense que les auteurs l'auteur dont vous parliez, je pense que c'est Stern. Et je zappe là depuis tout à l'heure le titre donc de son roman phare, qui était un auteur anglais, dont s'est inspiré Diderot pour Jacques le Fataliste. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces deux œuvres, et ça c'est très bien que vous ayez fait le lien, c'est qu'en fait on est complètement, si vous voulez, dans un auteur qui va prendre une hauteur absolument fantastique par rapport à ces créatures, et qui va avoir une distanciation incroyable pour leur dire aujourd'hui je vais leur faire ça, et puis ils vont rencontrer telle personne, mais peut-être que s'ils n'avaient pas rencontré telle ou telle personne, il pourrait leur arriver cela. Et donc chez Stern et Diderot, alors ça c'est une invention totale du XVIIIe siècle. Je pense que c'est presque l'ancêtre du jeu de rôle, comme l'intertexte par exemple, l'intertextualité, elle a été créée par Diderot dans l'encyclopédie. C'est-à-dire le fait de passer aujourd'hui sur Internet, on passe d'un article à un autre, on surfe sur Internet. Dans l'encyclopédie, on passait comme ça d'un article à un autre, et on n'était pas dans l'ordre alphabétique. Et donc là c'est pareil en fait. Dans Jacques le Fataliste, vous avez un auteur qui vous propose plusieurs possibilités. Voilà. Et donc l'auteur, le lecteur après, je pense que le lecteur du XVIIIe siècle a dû être complètement perdu par ces expérimentations littéraires, véritablement. Mais qu'ils en aient fait un jeu, ça je vais creuser l'idée, parce que ça c'est
très très intéressant. Effectivement, je reviendrai au livre de mon collègue, d'Olivier Caïra, mais ça très intéressant de voir que, vous voyez, dès le XVIIIe siècle, en fait, on a commencé en fait à introduire donc du ludique, effectivement, dans la littérature. C'est une littérature qui se prend pas du tout au sérieux, en fait. Merci beaucoup. Il y avait d'autres questions, mais il reste 4 minutes avant la fin. Très rapidement. Je pensais, on n'avait pas parlé des superpositions de narration. Je pense notamment dans des jeux vidéo, ce qu'on appelle les simulateurs immersifs, TIFF, BioShock ou des trucs comme ça, où le joueur joue généralement à la première personne, c'est pas obligatoire, et va trouver des informations sur son univers autour de lui via des lettres, via des enregistrements. Et cela raconte une histoire où on peut potentiellement croiser un personnage ou une conséquence quelque part, mais le joueur n'est pas forcément actif dans cette histoire. Donc je me demandais si on pouvait parler un peu de cette superposition entre la narration qui est, elle, beaucoup plus ouverte par rapport aux joueurs, et cette autre narration, ces diverses autres narrations qui donnent un univers, en fait. Très très rapidement, moi ça me fait penser tout à fait à la narration sérielle, c'est-à-dire les nouvelles narrations en fait dans les séries. Vous avez plusieurs fils possibles que vous pouvez tirer. Et puis c'est un petit peu hybride aussi avec une enquête policière. Vous voyez, c'est-à-dire que le joueur est pas forcément l'acteur en fait de l'histoire, mais il est extérieur à l'histoire. Et donc il va essayer via ces indices dont vous parliez finalement de trouver le fil directif d'une histoire, mais qui ne le concerne pas directement. Vous voyez, donc je pense qu'il y a des mélanges aujourd'hui dans le jeu vidéo qui sont très très intéressantes parce qu'elles vont croiser peut-être aussi différentes façons. On l'a déjà dit là aujourd'hui, mais différentes façons de raconter des histoires qui nous viennent soit des séries. Alors attention, les séries d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont plusieurs fils narratifs ou qui sont sur des couches justement dont vous parliez, où on passe à travers les épisodes et où on découvre en fait plusieurs types d'histoires ou plusieurs fils narratifs, et puis aussi évidemment hybridation avec l'enquête policière. Et juste une toute petite note, on parle de construction en série, de couches, etc. Mais en fait déjà ça, on pourrait se dire que ça vient en partie de la littérature, alors pas complètement, puisque du coup c'est la question de l'œuf ou la poule, mais on trouve déjà ça dans les comics des années 60, en fait, avec une histoire fixe, des lores augmentées qui changent dans tous les sens, etc. Donc finalement c'est pas des constructions narratives qui sont arrivées avec le jeu du tout. Oui, il reste 1 minute. Je mets pas du tout la pression. À peine la pression. Je voulais juste revenir, on parlait tout à l'heure du fait que en tant que joueur on aimait bien plutôt incarner des personnages un peu forts, etc. Mais moi j'avais plutôt une question justement sur les personnages qui au contraire ont plutôt des failles et qui sont plutôt développés justement dans les jeux vidéo indépendants. Je pense à des jeux comme Life is Strange évidemment, comme Celeste, comme It Takes Two aussi par exemple. Et je voulais savoir si, dans tous ces jeux, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours justement un appel au monde de l'imaginaire. Enfin, il y a toujours un petit twist un peu imaginaire, surnaturel, etc. Et je voulais savoir si justement ça, en jeu vidéo, c'était ce qui permettait de raconter des histoires peut-être un peu plus du réel, d'avoir ce petit twist surnaturel. Je sais pas si c'est très clair. Alors, 2 choses. Je pense déjà que le twist surnaturel, effectivement, il permet d'introduire des gameplays, tout simplement. C'est un truc que je disais au début. Je suis désolée, je casse un peu la magie, mais vraiment, ça aide énormément. Après, je pense aussi qu'on arrive avec c'est un petit peu les créateurs aujourd'hui du jeu vidéo vont avoir aussi des connaissances de pop culture, un attrait pour ces univers-là. Et donc là, c'est un petit peu une conséquence tout simplement du fait que les créateurs du jeu vidéo aujourd'hui sont des gens qui ont été nourris par ces trucs-là, parce que souvent on met un petit peu tout ça dans le même panier. Et qui sait, d'ici 50 ans, peut-être qu'on aura des jeux vidéo littérature blanche qui ouvriront complètement à d'autres publics. Enfin, moi, je trouverais ça absolument formidable. Mais là, pour l'instant, je pense que c'est juste tout simplement un attrait des créateurs pour ces univers-là qui fait que ça permet ça aborde la réalité de cette façon-là, mais parce que voilà, la production est faite par des gens qui aiment ça aussi. Très bien. Eh bien, on peut conclure cette table ronde. Comme tu nous as dit, Natacha, au tout début, 1 heure, c'est très court puisque c'est très vaste. On n'a pas abordé, par exemple, les jeux de plateau, donc je vais aller extrêmement vite en vous citant d'excellents jeux de plateau
qui mêle scénario, ludisme, et après tu peux jeter le jeu. For the Queen, Dilemme du Roi, qui est un legacy, donc c'est fait exprès qu'on jette le jeu après. Descent, où si vous avez toute la boîte, vous avez dépensé un SMIC, mais c'est incroyable. Aetheris, qui est une boîte rennaise qui travaille sur des scénarios évolutifs alors que le jeu est déjà sorti. Et plein d'autres jeux. Et je pourrais citer un truc très connu qui est Vox Machina, qui est un jeu de rôle qui est devenu une série financée par Jeff Bezos. Voilà. Merci à tous.